Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais quand même parler d'un sujet qui me paraît assez important pour tous les expatriés francophones qui se situent actuellement dans l'Asie-Pacifique. Il s'agit de la victoire de la nationaliste Sanae Takaichi aux portes du pouvoir, au Japon évidemment, et nous allons discuter maintenant. Cela dit, la chaîne a vraiment besoin de vous. Elle se trouve assez difficilement en Chine, en particulier pour des raisons que vous comprenez, vu que YouTube est difficile d'accès en Chine. Donc, essayez de partager cette vidéo à travers vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., pour lui donner le plus de visibilité possible, que les gens qui soient en Chine ou ailleurs en Asie puissent retrouver cette vidéo plus facilement quand ils peuvent y en avoir accès. Donc, c'est cette personne-là qui a été élue présidente du Parti libéral-démocrate et ce parti est actuellement au pouvoir au Japon. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que elle est considérée comme conservatrice même au sein de son parti. Elle est affiliée au lobby révisionniste Nippon Kaichi, qui est un fervent soutien de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Elle se montre critique, et c'est ça, à mon avis, dont on va parler, vis-à-vis des excuses du gouvernement japonais et de ses crimes déroulés durant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment un très très gros problème. C'est vraiment un très très gros problème. Je vous donne mon opinion cash, hein. Déjà, avant de vous donner mon opinion, je vais quand même vous expliquer ma situation personnelle. Donc personnellement, quand j'ai fini mes études après mon bac, je me suis lancé en parallèle avec mes études de tech, informatique, électronique, je me suis lancé dans l'étude du japonais. Parce que c'est une langue que j'aimais bien, voilà. Donc j'ai consacré à peu près une dizaine d'années en dehors de mes études et de mon travail à m'intéresser à la culture japonaise, à la langue japonaise, à rencontrer des japonaises surtout évidemment, puisque c'était à Paris, hein, donc il y a plutôt beaucoup de japonaises qui venaient à Paris à l'époque, peut-être maintenant, mais je suis plus trop au courant. Et donc pendant une bonne dizaine d'années, en fait, j'ai vraiment appris la culture japonaise. J'ai été aussi visiter le Japon. Et donc, bon, voilà, j'aime bien le Japon, j'aime bien la civilisation, la culture, la cuisine, tout ce qu'on peut imaginer. Et voilà, je suis plutôt pour des bonnes relations avec les Japonais. Après, donc une dizaine d'années plus tard, pour des raisons personnelles, j'ai plutôt basculé vers la culture chinoise. Euh, et bon, pareil, hein, mais je veux dire que moi, personnellement, j'ai pas de préférence. Je sais bien qu'il y a éventuellement certains expatriés qui peuvent être tentés, disons, d'avoir une préférence, voire même critique d'un pays ou de l'autre, mais c'est vraiment pas mon cas. Moi, personnellement, je me trouve assez neutre en fait sur le sujet. Par contre, si vous voulez, il y a un truc qui est vraiment important dans les relations internationales, c'est l'histoire. Et ce que dit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, elle dit pas des choses très faciles à entendre. Et le fait que il y ait vraiment une très grosse ambiguïté sur cette partie des excuses euh, du gouvernement japonais et des crimes qui se sont déroulés durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment un très gros problème. C'est vraiment un très gros problème parce que plus que la situation de Taïwan, et franchement je pèse mes mots quand je dis ça, hein, plus que la situation de Taïwan, le fait que les Japonais pourraient, comment dire, minimiser leur rôle dans ce qui s'est passé en Chine en particulier, hein. Je pense vraiment au massacre de Nankin. Si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, je vous recommande vraiment beaucoup
d'aller jeter un coup d'œil. Il y a probablement une page Wikipédia sur le sujet. C'est ce que les Japonais ont fait est absolument terrible. Même, enfin voilà, c'est ce que les Japonais ont fait ont vraiment été terribles. Il y a eu, je sais pas combien de dizaines, de milliers de morts, même plus. Enfin, donc c'est vraiment une histoire abominable. Même à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui en 2025, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez abominable ce qui s'est passé en Chine, qui a été perpétré par les Japonais, hein, je veux dire clairement. Et donc c'est une histoire qui reste encore, j'ai été visité en Chine, j'ai été visité Nankin, etc. C'est une histoire qui est encore très vivace et c'est une histoire qui est problématique. C'est une histoire qui est problématique parce que euh, autant l'affaire de Taïwan, euh, c'est une affaire qui est pleine d'ambiguïté au niveau des, comment dire, de la volonté de récupérer l'île par la force, hein, évidemment. C'est une histoire qui est pleine d'ambiguïté parce que Taïwan, à part si un jour elle devait avoir des armes atomiques, il n'y a pas grand-chose qui empêcherait la Chine de mettre la main dessus. Enfin, je veux dire, il faut être raisonnable. Taïwan se situe à 150 km du continent asiatique où il y a la Chine. C'est évident que ça poserait aucun problème. Il leur suffit d'attendre que le fruit soit mûr, qu'il tombe. Et voilà, donc si vous voulez, bon, il peut y avoir des actions, une action violente contre Taïwan de la part de la Chine. Ça, c'est bon, c'est pas impossible, hein. On peut jamais savoir ce genre d'histoire comment ça va tourner. Bon, faut être honnête, on peut pas le savoir. Mais voilà, moi personnellement, je suis un peu dubitatif sur la question. Je suis pas persuadé que le problème puisse venir de là, en tout cas dans l'immédiat, là en 2025-2026. Maintenant, je peux me tromper. Par contre, le traitement de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale euh, par le Japon et éventuellement, je ne sais pas ce qui pourrait passer par la tête de cette personne au sujet des crimes des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est pas quelque chose que le gouvernement chinois pourrait évacuer. Parce que déjà, il faut bien comprendre une chose. L'attitude du gouvernement chinois vis-à-vis de Taïwan, on le dit pas. On le dit pas parce que j'imagine il faut connaître un peu le contexte, mais pour ma part, je pense qu'il est surtout dicté par des raisons de politique intérieure. Je veux dire, faut bien comprendre, on a Taïwan qui a beaucoup investi en Chine, il y a beaucoup de relations de business malgré tout entre Taïwan et la Chine. Il y a des relations, il y a des visites, il y a même des familles. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quand même une imbrication et bon, euh, on peut pas penser que Taïwan et la Chine sont immédiatement ennemis tout de suite. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un enchaînement en fait de circonstances. Il faudrait qu'il y ait un enchaînement de circonstances pour provoquer une guerre, hein, pour dire les mots tels quels. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse. Et la Chine, elle a surtout un problème intérieur. C'est-à-dire que ça aussi, en Occident, les gens s'en aperçoivent pas du tout, mais euh, il y a, et c'est ce qui explique aussi hein, l'attitude de la Chine vis-à-vis d'autres provinces, comme au Tibet, au Xinjiang, etc. C'est la peur de la partition. La peur de la partition, il faut bien le comprendre, quand vous analysez, quand vous étudiez l'histoire de Chine, c'est un truc qui date d'il y a des milliers d'années, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc qui est tombé comme ça un beau matin après l'arrivée des communistes au pouvoir en Chine. L'intégrité de l'État chinois en Chine est une préoccupation permanente depuis maintenant des milliers d'années. Je plaisante pas. Le premier empereur qui est fêté avec tous les égards, etc., et qui est admiré, qui constitue même encore aujourd'hui une référence. Hein, je veux dire,
faut pas se le cacher, beaucoup de gens pensent que la Chine est simplement un pays communiste, c'est complètement faux. Et le premier empereur, donc qui était en Chine en moins 220 à peu près avant Jésus-Christ, eh bien, est une référence précisément parce que ce qu'il a fait, c'est de réunir la Chine. Et c'est vraiment ça qui est vraiment important, très important. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que vous avez une problématique intérieure avec Taïwan. C'est-à-dire que c'est quelque part montrer qu'on ne permettra pas à la Chine de partir en morceaux. Parce que ça, c'est un truc qui regarde l'histoire de millénaires et pas possible. Donc il y a un poids, si vous voulez, il y a un poids sur les épaules des dirigeants chinois qui est monstrueux à cet égard. Et donc ils ont besoin quelque part, si vous voulez, de montrer au peuple, de montrer éventuellement à ceux qui voudraient séparer le pays, que c'est pas possible. Et donc, ce qui se passe autour de Taïwan, si vous voulez, rentre dans ce jeu-là. Et c'est un jeu qui peut, voilà, je veux dire, Taïwan fait plus ou moins allégeance, tant qu'il n'y a pas de, tant qu'il n'y a pas de, comment dire, pronunciamento, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, tant qu'il n'y a pas de déclaration, disons, irrémédiable, tant qu'il n'y a pas, voilà, l'armement nucléaire, à mon avis, ça c'est une ligne rouge qui serait indépassable, hein, voilà. Disons, tant qu'il n'y a pas ces lignes rouges-là de franchies, moi je vois mal la Chine se lever un beau jour en disant, voilà, on va envahir Taïwan, malgré tout avec des risques d'échec, parce que euh, ils en savent rien. Une guerre, ça n'allait jamais gagner d'avance. À mon avis, ils auraient beaucoup de chance, ils auraient la possibilité de gagner assez facilement. Mais une guerre, malgré tout, pour tout un tas de circonstances, elle n'est jamais gagnée d'avance. Donc voilà. Mais par contre, les relations avec le Japon, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Parce que, mine de rien, le Japon est intervenu en Chine au XXe siècle, et ce qui s'est passé est abominable. Enfin, je veux dire, c'est le pendant de ce qui s'est passé en Europe avec les nazis. Enfin, je veux dire, c'est pas différent. Il y a eu les camps de concentration, il y a eu plein de choses. On va voir d'ailleurs dans la suite de la vidéo que finalement, il y a aussi des Français qui en ont été victimes. Donc, c'est quand même très très chaud. Et si vous voulez, vis-à-vis de sa propre population, vis-à-vis des Chinois, je vois mal le gouvernement chinois, à vrai dire, euh, ne pas être sensible à des faux pas ou à des gestes qui seraient des gestes déplacés ou des gestes qui seraient même des gestes d'agression. Parce que à un moment donné, ce qui s'est passé n'a pas été oublié en Chine, hein. Je veux dire, il y a un truc qu'on ne voit pas trop, c'est que évidemment, ce qui s'est passé en Chine, ça fait maintenant pratiquement une centaine d'années, puisque c'était dans les années 30 en fait, hein, que ça s'est passé. Nankin, je me rappelle plus, je crois que c'était, il me semble que c'était en 35, donc je peux me tromper, hein, voilà. Mais en tout cas, c'était il y a longtemps. Seulement, il faut voir aussi, il faut comprendre que il y a eu le régime communiste qui s'est installé en 49, puis de 65 à 75, il y a eu la révolution culturelle qui a pratiquement consisté à effacer les mémoires, un peu comme dans Men in Black là, avec le truc rouge. C'est un peu le même principe. Donc finalement, il y a eu un espèce de reset un peu particulier de la culture et de l'histoire. Et finalement, ce qui est resté, c'est précisément ce qui s'est passé pendant le XXe siècle, euh, la guerre des Anglais, le colonialisme, et puis donc l'agression japonaise et tout ce qui s'est passé pendant. Donc, si vous voulez, les Chinois sont particulièrement sensibles à ça. Et il y a un certain nombre de
ligne rouge, on va dire, que le gouvernement chinois ne peut pas franchir, parce que contrairement à ce qu'on pense, les régimes autoritaires sont quand même obligés d'écouter la population, hein. Il n'y a qu'en France où ils n'écoutent pas la population. Dans d'autres pays, ils sont quand même un peu plus intelligents, ils écoutent la population et ils comprennent très bien que il y a certaines lignes que si elles étaient franchies, ça en serait terminé de leur pouvoir. Et à ce moment-là, ça passerait pas. Donc, si vous voulez, si de manière trop ostentatoire, cette personne-là venait à nier ou à minimiser les crimes qui ont été commis par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale en Chine, là, je pense qu'on entrerait dans une période qui serait assez mouvementée de relations entre la Chine et le Japon. Et ils sont pas très loin. Le Japon est en train de réarmer à toute vitesse. La Chine s'arme aussi très vite. Donc voilà, ça pourrait vraiment dégénérer sur ce genre de thème. Alors, n'oubliez pas que sur la chaîne Expatriation Voyage, vous avez du contenu, des vidéos, des PDF, bon, ça c'est à venir, des cours, en particulier des cours pour comprendre le monde confucianiste. Et tout ça, ça se veut utile et pratique. Donc abonnez-vous sur cette vidéo. Et puis pour accéder au contenu, et puis pour soutenir la chaîne, adhérez au membership. Donc vous pouvez adhérer au membership de base pour aider la chaîne à produire plus de contenu comme ce que vous voyez en ce moment. Mais vous avez aussi des memberships particuliers où vous avez des vidéos, des formations particulières. Donc voilà. Le problème que nous avons avec les Japonais, eh bien, quelque part, c'est des problèmes qui existent, hein. Euh, voilà, quand la Gestapo japonaise massacrait les Français d'Indochine, il faut bien comprendre que les Français aussi ont été victimes des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez bien, vous avez un livre qui s'appelle Dans les cages de la Kampetai de Guillaume Zeller qui retrace l'histoire de ces Français d'Indochine sous le joug de la terreur japonaise à la veille de la défaite des nazis en mars 1945. Ce sont des milliers de nos compatriotes que la Gestapo japonaise a torturés et massacrés, un événement historique inconnu du grand public. Je ne suis pas persuadé que ça soit les seules choses, les seuls événements où des Français aient été torturés et massacrés par les Japonais. Donc ça, en Indochine, effectivement, c'est connu. Mais ensuite, il faut voir. J'ai pas essayé en fait de regarder ce qui s'était passé exactement en Chine. Mais voilà, il faut savoir aussi que finalement, les Français, donc quelque part, quand cette dame, euh, donc on peut voir hein, sur Wikipédia, elle a l'air assez, je sais pas, elle apprécie beaucoup les produits Hello Kitty, tout mignon, machin, truc comme ça. Elle fait de la voiture, etc. Bon, ok, voilà, tout ça, c'est... ouais. Mais bon, le problème est quand même... il y a quand même un problème existant. Donc, je veux dire, quelque part, c'est un peu difficile de se dire que il peut y avoir ce genre de personnes à la tête d'un État, finalement, ni les crimes qui ont été perpétrés et les tortures, hein, je veux dire, qui ont été perpétrés contre des Français. Moi, j'aime bien les Japonais, j'ai des amis japonais, y a pas de souci avec ça, mais il y a quand même des choses qui sont pas, qui peuvent pas être acceptables. Surtout qu'à l'heure actuelle, la situation du Japon étant très proche de la Chine, donc évidemment dans une période qui risque de devenir de plus en plus difficile,
aurait peut-être plus besoin d'alliés que de gens qui laissent regarder se produire les choses. Donc à un moment donné, si il vient dans l'esprit des Japonais d'appeler au secours les Français parce qu'ils ont un problème, je pense que c'est pas nécessairement très raisonnable d'arriver avec des gens finalement qui nient ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été particulièrement terrible. Je ne suis pas persuadé. Autant il y a eu un travail qui a été fait par les Allemands sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, autant je ne suis pas sûr que le même travail a été fait par cette classe politique japonaise. Il y a des Japonais, hein, il y a des Japonais qui reconnaissent ce qui s'est passé, qui trouvent que c'est une honte, qui s'excusent, etc. Bon, voilà. Mais le problème, c'est quand vous avez ce type de personnes en fait qui arrivent à la tête de l'État, et je pense que c'est un problème. Au-delà de ça, le souci, c'est quand même un problème de stabilité dans la région. Je veux dire, bon, je sais bien que ma chaîne, elle n'est pas regardée par énormément de personnes, hein. Bon, c'est une petite chaîne, c'est normal. Le sujet, c'est quand même un peu un sujet de niche. Donc c'est vrai que ça s'adresse plutôt aux expatriés qui sont plutôt dans cette zone de l'Asie, la Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Japon, Chine, Corée, Philippines, etc. Taïwan, etc. Même l'Inde aussi, hein. Donc ça s'adresse plutôt à ces gens-là. Mais je pense que euh, quand on va dans ces pays d'Asie, on en a nécessairement, enfin, vaut mieux espérer d'ailleurs, on en a une très bonne opinion et quelque part, on croit peut-être, enfin, pour certains, avoir découvert le paradis sur Terre. Euh, bon, moi, c'est pas mon cas, mais en tout cas, des pays agréables à vivre. Voilà. Bon, il faut quand même arriver quand même à un moment aussi à avoir de la lucidité. Il ne s'agit pas non plus de critiquer. L'idée de, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, mais il s'agit d'avoir de la lucidité. À un moment, il faut avoir de la lucidité et il faut quand même s'avouer à soi-même qu'on n'est pas capable de comprendre et qu'on n'est pas capable de, comment dire, on n'est pas capable de collecter les informations dont on a besoin pour se projeter dans l'avenir. Je pense que ça, c'est vraiment particulièrement important en Asie. C'est-à-dire que euh, vous avez un... Enfin, si on peut appeler ça un phénomène ou quelque chose comme ça. La vie en Asie, si vous voulez, quelque part, elle est séduisante parce que vous avez peut-être pas la même pression que vous avez dans un pays occidental. Hein, ça, c'est vrai. Tous ceux qui vont en Asie le vivent et il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais d'un autre côté, la... le fait que ça soit comme ça fait aussi, hein, c'est disons le mauvais côté de l'histoire, que c'est difficile en fait d'être vraiment sûr d'avoir la même sécurité sur l'avenir. C'est-à-dire, voilà, on ne sait pas nécessairement trop ce qui va se passer. Les choses sont prises de manière plutôt un peu comme elle vient, on va dire. Il n'y a pas nécessairement des principes. Hein. S'il y a un truc qui a pas, ou qui a moins, pardon, s'il y a un truc qui a moins en Asie, c'est un peu des principes, surtout pour des gens qui sont comme les Français, comme nous, qui sommes des gens très rigides, hein, très, voilà, très rigides, très monolithiques, où on a beaucoup de principes, de choses qui bougent difficilement. L'Asie, c'est un peu le contraire de ça. Donc, moi, je pense beaucoup aux gens qui sont expatriés, qui vont là-bas, qui pensent rester longtemps, éventuellement même des gens qui y vont pour leur retraite. Moi, je leur dis, essayez quand même de- d'avoir un œil sur les dizaines d'années qui viennent. Comment ça se passe dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Euh, Est-ce que vous pensez que vous allez être accepté comme un local dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Je ne plaisante pas, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Et c'est une question
dont votre sécurité dépend de toute manière à terme. De toute manière à terme, votre sécurité dépend de la réponse à cette question, hein. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça que vous devez prendre en compte dans une expatriation en Asie. L'Asie, ça va quand tout va bien. Quand ça va plus, ça va plus. Non, mais bon, voilà un peu le truc. C'est pour ça, les choses évoluent et c'est pas nécessairement à grands coups à grands coups géopolitiques ou ce genre de choses-là, ou à coups de grandes crises, trucs comme ça. Mais quand même, les choses évoluent. Il faut toujours garder un œil un peu sur ce type de signaux faibles qui peuvent réellement tourner vinaigre à un moment donné, quoi. Je veux dire, euh, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà, bah écoutez, je pourrais en dire plus, mais n'hésitez pas à commenter sous les vidéos, hein. Vous pouvez les critiquer et puis vous pouvez échanger entre vous, vous pouvez donner des idées. Ça fait vraiment changer les choses, ça me donne des idées pour créer des vidéos. Répondez au sondage aussi, c'est vraiment important et utile. Ça me permet de mieux vous connaître. Si je fais maintenant si je fais une vidéo sur l'Asie, bah, c'est précisément parce que vous avez répondu au sondage et que je vois à peu près les zones qui vous intéressent. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais surtout, commentez sur sous les vidéos. Critiquer ce que je dis, il n'y a pas de souci. Peut-être des fois je peux me tromper, hein, personne n'a la science infuse, je peux me tromper et à ce moment-là, éventuellement, je peux même faire des vidéos correctives, on va dire, ou mettre des commentaires correctifs, hein, pas obligé de faire une vidéo. Et puis donnez-moi aussi d'autres sujets. Donc moi j'en ai, hein, vous voyez, c'est un peu tout ce qui est géopolitique sur l'Asie, sur le business en Asie, sur la vie en Asie, etc. Donc voilà. Mais donc n'hésitez pas. Et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.